Christelle m'a proposé d'évoquer l'affaire West Virginia versus EPA, qui, je dirais, n'est pas un procès pour lutter contre le changement climatique, mais plutôt un procès même pour le changement climatique. Alors, l'arrêt West Virginia est un arrêt qui a été rendu par la Cour suprême des États-Unis le 30 juin 2022. Et le but de mes propos sera de comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision. Mais pour cela, ce qui est très important, c'est de revenir toujours au contexte de l'affaire, car sans ce contexte, à mon avis, on ne peut pas comprendre l'histoire elle-même de la décision. Alors, avant tout, il faut noter que l'arrêt West Virginia rejoint à sa manière le mouvement des procès climatiques, puisque ces procès sont nés aux États-Unis avec l'affaire Massachusetts versus EPA, qui a été rendue également par la Cour suprême en 2007, et ils sont aujourd'hui plus de 1200 aux États-Unis. S'ils font l'objet d'une grande diversité du point de vue de leur fondement et des parties, ils oscillent finalement entre deux grandes tendances. L'une consiste à aller devant les juges pour qu'ils imposent des mesures permettant de renforcer la lutte contre le changement climatique, et l'autre a, pour une grande part, vocation à contester les mesures prises pour lutter contre le changement climatique. C'est cette tendance que manifeste l'affaire West Virginia à l'encontre des mesures adoptées par l'Agence fédérale environnementale dite EPA, Environmental Protection Agency, dans le cadre d'un plan, un acte qu'on appelle le Clean Power Plan. Alors, l'affaire ayant débuté sous l'ère Obama, sous l'impulsion des opposants républicains, s'étant poursuivie sous l'ère Trump comme, je dirais, une manifestation du démantèlement des mesures environnementales prises par l'administration Obama, et se soldant en une décision venant ou ayant, à mon avis, des implications importantes pour la politique environnementale menée par Joe Biden et bien évidemment des futurs présidents, qu'ils soient au final républicains ou démocrates. Sur ce point, ça aura de toute façon des conséquences. Mais revenons à l'objet même de l'affaire avec la question suivante, qui est au cœur de l'affaire. Qu'est-ce que le Clean Power Plan, ce plan auquel s'intéresse le jugement? Alors, lorsque Barack Obama devient président, il sait qu'il ne peut pas s'appuyer sur le Congrès pour faire voter une loi d'envergure en matière environnementale ou en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, en décembre 2014, il demande à l'EPA de préparer un acte ayant pour but de réduire les émissions de dioxyde de carbone, ce que l'EPA va faire en édictant en 2015 le Clean Power Plan, applicable aux centrales électriques charbon et gaz naturel existantes. Sachant que, il faut le rappeler, l'électricité est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Alors, l'agence, elle tire sa compétence pour réguler de l'article 111D de la Clean Air Act, une loi de 1970 modifiée en 90. Et cette disposition qui vise les polluants autres que ceux visés dans d'autres dispositions va permettre à l'EPA de déterminer leurs limites d'émissions provenant des centrales existantes dès lors qu'elles s'appuient sur le meilleur système de réduction des émissions visé à l'article 111-A, me semble-t-il. Alors, pour ce faire, le Clean Power Plan prévoyait 3 types de mesures. La première concernait les améliorations du taux de chaleur dans les centrales au charbon, et les deux autres, qui sont plus problématiques, impliquaient ce que l'EPA permettait de nommer le transfert de génération de production d'électricité, c'est-à-dire la réalisation d'un transfert de la production d'électricité des producteurs les plus émetteurs vers les producteurs les moins émetteurs, à savoir non seulement le passage de la production des centrales électriques au charbon existantes vers les centrales gaz naturel, mais aussi le passage des centrales charbon et gaz vers les énergies renouvelables, principalement éoliennes et solaires. C'est en ce sens qu'après avoir décidé qu'il était nécessaire de limiter la production d'électricité au charbon à 27% de la production d'électricité au niveau national d'ici 2030, contre, je rappelle les chiffres, 38% en 2014, et après avoir déterminé un standard de performance, à chaque fois j'ai traduit les mots, je ne reprends pas les expressions américaines, donc si une traduction possible, un standard de performance à atteindre selon les États et non selon les installations au cas par cas,
L'EPA, dans le cadre de ce plan, permettait aux exploitants de réduire leurs émissions, soit en réduisant leur propre production d'électricité de l'usine réglementée, soit en édictant de construire ou investir dans une usine de gaz naturel nouvelle ou existante, parc éolien ou installation solaire, soit en achetant des quotas ou des crédits d'émission dans le cadre d'un régime de plafonnement des échanges. Et au final, ce qui est important de retenir, c'est que le but de ce plan, en collaboration avec les États qui devaient également soumettre des plans le concrétisant, était tout bonnement d'opérer un vrai changement de modèle énergétique, ce qu'on appelle le Power Generation Shift, aboutissant à une diminution de la part d'énergie électrique fossile, enfin charbon, au profit de l'énergie propre, avec, et ça c'est important, le risque de déplaire aux États accueillant ces installations, aux entreprises, les exploitants et évidemment aux représentants politiques défendant les intérêts économiques et sociaux y afférents, c'est-à-dire tous les intérêts économiques afférents à la vitalité de ces États grâce au charbon. D'où la naissance du litige avec l'immédiate contestation du CPP immédiatement dès l'adoption en août 2015, 28 États, dont le West Virginia, la Virginie occidentale, accompagnés d'une centaine d'entreprises, entrent en rébellion et saisissent le circuit du district de Columbia, de la Cour d'appel des États-Unis. Celle-ci refusera de suspendre le plan. En revanche, dans une décision rendue en février 2016, la Cour suprême ordonne la suspension de son application. Donc, à partir de ce moment-là, le plan ne sera jamais appliqué. Alors, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le plan est certes demeuré suspendu, mais il a été remplacé par la règle dite, là aussi je traduis, Affordable Clean Energy, l'énergie propre abordable. L'affaire aurait pu s'arrêter là finalement, puisque le plan n'était pas appliqué. D'autant que dans les faits, sans qu'il soit besoin d'appliquer le plan, ces objectifs avaient été remplis par les acteurs économiques sous l'impulsion du marché qui était favorable aux énergies renouvelables. Mais c'est alors la règle trumpiste, on va dire, qui a été contestée devant le tribunal de district de DC en 2019 et à cette occasion qui a permis au juge de rendre une décision en janvier 2021, quelques jours avant l'investiture de Joe Biden, et étonnamment consistant à annuler tout aussi bien la règle de Trump que l'abrogation implicite du power play. Pour cette raison, toujours existant, mais jamais mis en œuvre, c'est là la difficulté, cet acte de l'administration Obama, indirectement, s'est retrouvé à être examiné par la Cour suprême en février 2022. La précision est importante car on ne parle pas de n'importe quelle cour. En février 2022, on parle de quelle cour? On parle d'une cour qui est composée majoritairement de juges conservateurs, puisque le président Trump a réussi à nommer 3 juges dans son mandat, Kavanaugh, Courtney Barrett et Gorsuch, et elle est clairement de formation majoritairement conservatrice, à savoir 6 juges conservateurs contre 3 plus libéraux, dont la récente juge Jackson qui a été nommée par Joe Biden. Rien d'étonnant alors que l'examen de ce plan, voté sous le mandat Obama, ayant vocation à changer le modèle énergétique américain et de ce fait à bousculer les intérêts économiques et sociaux de certains États, entreprises et citoyens américains, sous l'égide d'une EPA considérée comme le bras droit de l'exécutif et donc méprisée par les républicains, eh bien, pas étonnant qu'il ait conduit la Cour suprême à rendre une décision défavorable à la défense du climat. Donc, je vais me poser 2 questions. Qu'est-ce que dit la décision et quelle est sa portée de manière ultra classique? Alors, qu'est-ce que dit la décision? La question posée à la Cour suprême est en substance la suivante. L'EPA a-t-elle compétence sur le fondement de cet article 111D de la Clean Air Act, en vertu de la possibilité de prendre des mesures répondant au meilleur système de réduction, d'adopter un plan conduisant à opérer un changement de génération énergétique? Non, répond le juge Roberts dans son opinion majoritaire, soutenu par les 4 autres juges conservateurs, Thomas, Alito, Gorsuch, Kavanaugh et Barrett, et renforcé par l'opinion concordante du juge Gorsuch avec l'opposition du juge Kagan, rejoint
ici, dans son opinion dissidente, par les deux autres juges plus libéraux. Pour répondre à cette question, dans un premier temps, l'opinion majoritaire rappelle que, bien que le plan n'ait jamais donné lieu à l'application, les États et entreprises demandeurs ont un intérêt à agir. Elle fait ici une interprétation extrêmement libérale des conditions exigées par l'article 3, alinéa 2 de la Constitution américaine, qui encadre le standing. Pourquoi? Rappelons que le juge ne peut juger de l'action que si celle-ci manifeste un vrai différend entre les parties, une controverse, le demandeur ayant en principe à démontrer l'existence, on va simplifier, d'un préjudice réel, personnel et non hypothétique, un lien de causalité avec l'acte contesté et la possibilité que le jugement puisse remédier à son litige. Or, en l'espèce, l'acte n'ayant jamais été appliqué, l'on ne voit pas quel préjudice pouvait être allégué. Pourtant, ce qui est intéressant quand on lit la décision, c'est que le juge Roberts n'en a que faire, car selon lui, le fait que la décision rendue par... Oh, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, je l'éteins tout de suite, honte à moi. Le fait, pour le juge Roberts, le fait que la décision rendue par le circuit de la Cour d'appel ait annulé l'abrogation du CPP, le réactive et pourrait causer des préjudices aux plaignants. Et que le gouvernement Biden ait envisagé sa disparition définitive n'y change absolument rien. Selon lui, et là je traduis, l'affaire doit être considérée comme toujours en cours tant que finalement il est possible qu'un comportement néfaste puisse en résulter. Donc on est dans l'hypothétique. S'il est vrai que la décision contraste avec l'interprétation généralement stricte que les juges américains accordent à l'intérêt à agir et la sévérité dont il a fait preuve dans certains procès climatiques, notamment au regard de la redressability, l'on pressent surtout que la Cour suprême avait envie de juger, au fond. L'on ne peut s'empêcher de noter le contraste avec, par exemple, la décision Juliana, qui a été rendue au niveau fédéral en janvier 2020 par le 9e circuit de la Cour d'appel de l'Oregon. Car si d'un côté la Cour, avec l'opinion majoritaire du juge Hurwitz, avait admis que les conditions relatives au préjudice et au lien de causalité ne posaient pas de problème au niveau de la recevabilité, il n'en était pas de même s'agissant de la redressability, les remèdes à demander, privant ainsi, selon l'opinion dissidente, les victimes d'un jugement déterminant, disait l'opinion dissidente, pour le futur. Mais il est vrai que si on revient à West Virginia, si la Cour suprême avait mis fin à l'action avant le jugement de fond, elle aurait finalement, comme le dit le juge Roberts, permis à l'administration Biden de réactiver le CPP. Le seul moyen d'y mettre définitivement fin était donc de juger sur le fond. D'où l'impression définitivement que l'examen de la recevabilité de l'action demeure, à mon avis, un moment clé dans les succès américains, dans le succès des procès climatiques, dès lors que l'irrecevabilité, autant que la recevabilité, peut permettre aux juges de limiter la politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est en effet sur le fond, dans un second temps, ce à quoi mène la décision. Observant de plus près cet article 111 de la Clean Air Act, la Cour affirme que l'EPA n'a aucunement le pouvoir de concevoir des plafonds d'émissions fondés sur l'approche de transfert de génération que l'agence a adoptée dans le Clean Power Plan. En substance, il lui est interdit de prévoir de manière générale un acte qui implique au niveau national le passage des énergies charbon aux énergies propres en fixant des limites d'émissions. Alors pour cela, il s'appuie sur la doctrine de la major question, la question majeure. De quoi s'agit-il? Alors, pour comprendre, il faut revenir à ce qu'est l'EPA. C'est une agence fédérale qui, comme toutes les autres, extrêmement nombreuses depuis Roosevelt et de plus en plus nombreuses sur le territoire états-unien, agit sur délégation du Congrès et dispose d'un véritable, alors je ne sais pas, peut-être que Pauline rectifiera le terme, d'un véritable pouvoir réglementaire, je ne sais pas trop où le situer, souvent justifié en raison de leurs compétences techniques. Mais cette délégation est parfois sujette à discussion. C'est le cas lorsque le texte sur lequel elle s'appuie manque de clarté. Dans ce cas, en principe, le juge américain fait appel à la doctrine Chevron issue de l'arrêt de 1984 rendu par la Cour suprême, selon laquelle l'agence dispose, dès lors que la loi porte sur la question soumise au litige, d'un droit d'interprétation qui doit demeurer raisonnable. Il s'agit d'une déférence qui est accordée aux agences. Or, de manière très exceptionnelle, depuis très récemment et à l'occasion de très rares affaires, la Cour suprême a accepté de limiter ce pouvoir d'interprétation des agences en faisant application de cette question de
de la doctrine de la question majeure qui est apparue dans l'arrêt Food and Drug Administration versus Brown and Tobacco, rendu par la Cour suprême en 2000, et qui a été appliqué récemment aussi par la Cour suprême pour limiter le pouvoir des agences sanitaires en matière de vaccination contre le Covid. Selon cette théorie, soyons simples, l'agence perd son pouvoir d'interprétation lorsque la loi, à interpréter, soulève une question ayant des conséquences économiques ou politiques majeures. Dans ce cas, cela exige que le Congrès ait clairement autorisé une agence fédérale à agir et qu'il n'y ait pas une simple plausibilité. En l'espèce, le juge Roberts fait application de cette théorie de manière très explicite. Après avoir rappelé le fait, et là je le cite, que les mots d'une loi doivent être lus dans leur contexte pour en comprendre leur sens, là, il établit une distinction entre les cas ordinaires et les cas extraordinaires. C'est ces cas extraordinaires qui nous intéressent, ces cas extraordinaires imposant de prendre en compte plus au sérieux le contexte. Dans ce dernier cas, la question est si importante qu'on doit considérer qu'il est peu probable que le Congrès ait délégué une compétence législative à l'agence, sauf à ce que cela soit fait de manière extrêmement claire. Le principe de la séparation des pouvoirs est ici en jeu, il le dit lui-même, le juge Roberts, et invite à considérer que, face à une question majeure, l'agence ne peut intervenir que si l'autorisation du Congrès est claire. Or, pour le juge, cette clarté devrait être ou devait être exigée en l'espèce, et il considère que cette clarté n'est pas présente. L'agence s'est appuyée sur le mot « système », donc les meilleurs systèmes disponibles, pour en tirer une compétence, à savoir réglementer pour opérer de manière générale le passage aux énergies renouvelables, et cela ne lui a jamais été accordé par le Congrès. L'atteste, et là il développe différents critères. L'atteste quoi? Pour lui, il y a tout simplement peu de raisons de penser que le Congrès aurait pu accorder à l'EPA de pouvoir prendre des décisions si importantes pour la vie des citoyens américains, celles-ci concernant leurs considérations vitales, je reprends les mots en les traduisant, avec des conséquences économiques majeures et nécessitant une expertise technique et politique pour envisager la quantité de charbon pour les prochaines décennies. Autrement dit, l'EPA se serait opportunément servi du flou entourant le mot « système » pour redécouvrir l'article 111D et s'arroger un pouvoir que le Congrès ne lui aurait certainement jamais accordé. Et il ajoute, le juge, et il ajoute ici, je le cite, « Dépouillé de tout contexte, le mot système est un vase vide. » Alors, qu'en penser? Qu'en dire? D'emblée, il est vrai que la décision est assez effrayante pour plusieurs raisons. D'abord, s'agissant du résultat auquel elle aboutit. Clairement, elle prive l'EPA d'une compétence opportune pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc accélérer la transition énergétique dans le pays qui, sur le plan historique, est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, elle a des implications au niveau mondial. In fine, comme l'exprime le juge Kagan dans son opinion dissidente, en refusant la compétence générale d'une telle envergure à l'EPA, la Cour, j'aime assez cette expression, se fait elle-même décideur de la politique climatique. Mais quel juge américain n'est pas actuellement décideur de la politique climatique? Ensuite, elle montre, cette décision, combien la Cour suprême est peu à même de rendre des décisions à l'avenir favorables aux défenseurs du climat s'agissant des procès climatiques, tant l'interprétation des juges pourra toujours opportunément servir la cause des États ou des entreprises opposées à la cause climatique. Outre que, du point de vue du raisonnement, quand on lit l'opinion majoritaire, il est assez magistral de constater que le juge Roberts détruit un à un les arguments de l'opinion dissidente dirigée par la juge Kagan et qui aurait permis de traiter autrement la question climatique. Il faut noter en plus que l'on devine le peu d'estime que les juges conservateurs attachent à la cause climatique à la lecture autant de l'opinion majoritaire que de l'opinion dissidente. De l'opinion concordante, excusez-moi. Si selon le juge Roberts, et là je le cite, le plafond des émissions de dioxyde de carbone à un niveau qui forcera une transition à l'échelle nationale, loin de l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité, peut être une, et il le dit, solution sensée à la crise du jour, comme si cette crise allait disparaître demain. Le juge Gorsuch va encore plus loin, puisqu'il n'hésite pas à affirmer que, et là je le cite,
La question de savoir si les centrales à charbon devraient être autorisées à fonctionner est une question sur laquelle les gens peuvent être en désaccord aujourd'hui. Comme s'il y avait encore une place pour le débat scientifique dans ce combat. Enfin, de manière plus générale, c'est le fondement sur lequel elle s'appuie qui peut faire peur. Il faut noter que c'est la première fois que la doctrine de la question majeure est utilisée comme fondement premier et détaillé pour priver une agence de son pouvoir d'interprétation. Rien ne devrait alors empêcher certains juges fédéraux d'en faire de même au sujet d'autres agences, et y compris celles ayant une compétence dans le domaine environnemental. Et j'espère que Pauline pourra apporter des précisions sur ce point, puisqu'elle m'a donné une information très complémentaire il y a quelques jours. Mais passé cette première impression d'effroi, il faut contre toute attente se faire, et je le ferai volontiers, l'avocat du diable, tout à la fois, me semble-t-il, malgré tout, pour justifier et relativiser la décision West Virginia. Que la décision plaise ou déplaise, qu'elle fasse une mauvaise application ou une bonne application des conditions du standing et de l'application de la Major Question Doctrine. Cela mérite bien sûr d'être amplement discuté et critiqué sur le plan doctrinal. Il n'en demeure pas moins qu'elle est le fruit, pour moi, d'un système politique, juridique et judiciaire qui peut la justifier, et que s'il y a critique à faire, c'est vers ce système, à mon avis, qu'il faut davantage se tourner et regarder de plus près. Ce système, c'est lequel? C'est celui dans lequel la Constitution est faite par le peuple et pour le peuple américain. Un peuple qui n'a accordé sa confiance qu'aux personnes qui représentent leurs intérêts individuels et certainement pas l'intérêt général, élus directement ou indirectement pour les protéger et pour éviter que tout pouvoir étatique fédéral ne vienne nuire à leur liberté individuelle, avec une place particulière pour les intérêts économiques, le tout étant garanti par une séparation du pouvoir stricte où chaque pouvoir exécutif, législatif et judiciaire joue le rôle de contre-pouvoir et est susceptible de bloquer toute évolution qu'il estimera défavorable aux intérêts particuliers du peuple et aux États. N'est-ce pas ce qui permet d'expliquer fondamentalement la décision West Virginia versus EPA, rendue par la Cour suprême, composée de juges désignés par le Congrès sur proposition du président des États-Unis? La décision est nécessairement teintée d'opinion politique et reflète la volonté de tenir compte et respecter la délimitation des compétences de chacun des pouvoirs, quitte à les mettre face à leur inaction, de la même manière que le fait dans les autres jugements les juges avec la doctrine de la question politique. Concernant le Congrès, et derrière lui les États et le peuple américain, s'il avait vraiment voulu que soient adoptées les mesures ambitieuses en matière climatique, il l'aurait fait. Or, l'on sait bien que cela fait plus de 30 ans que l'exécutif n'a pu faire voter une loi environnementale au Congrès, celle-ci exigeant un vote à la majorité qualifiée. Limiter la compétence de l'EPA, n'est-ce pas finalement alors mettre le Congrès face à sa responsabilité, c'est-à-dire son inaction dans le combat climatique? Quant aux agences administratives, si elles agissent sur délégation normative du Congrès, il ne faut surtout pas s'y tromper. Elles demeurent dépendantes du pouvoir exécutif. Et c'est bien pour échapper à l'impossibilité de trouver la majorité au Congrès que le président Obama s'est tourné vers l'EPA. À travers la limitation du pouvoir de l'EPA, c'est alors également la délimitation du pouvoir exécutif et son risque d'empiètement sur le pouvoir législatif qui se révèle, autant que la délimitation des pouvoirs des agences fédérales, celles-ci jouant aujourd'hui le rôle de quatrième pouvoir politique pour la doctrine, avec une forte capacité réglementaire, sans pour autant être élu par le peuple américain. Est-ce à dire que la cause climatique soit vouée à l'échec? Certainement pas. Et pour conclure, l'arrêt West Virginia ne fait que délimiter les pouvoirs et, à mon sens, certainement pas les dépouiller. D'une part, s'il est payé, se voit interdit de fixer des plafonds et de décider la politique énergétique au niveau national, elle ne se voit pas privée de la possibilité de prendre toute mesure pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Il faut en effet noter que l'opinion majoritaire, qui ne concerne que le domaine des installations électriques au charbon et gaz naturel, et non le domaine des transports, du méthane, du pétrole, du gaz et de la construction, ne renverse aucunement ni l'arrêt Massachusetts, qui en 2007 a accordé à l'EPA la compétence pour contrôler les émissions en matière de véhicules, ni l'arrêt EPA versus Connecticut,
qu'il a étendu aux installations fixes existantes, telles les raffineries et les chaudières. Si dans les deux cas, l'EPA peut continuer à agir au cas par cas, de l'avis des experts, il reste à mobiliser bien d'autres outils, en particulier ceux permettant d'imposer l'utilisation des meilleures techniques disponibles et ceux susceptibles d'être prises en vertu d'autres dispositions de la Clean Air Act, autant que d'autres lois qui concernent l'environnement. D'autre part, du côté de l'exécutif et du législatif, bien qu'il ne s'agisse aucunement de lois imposant à l'État, aux États ou aux entreprises d'adopter des réductions des émissions de gaz à effet de serre, il faut noter les progrès que représente le vote de la loi Infrastructure Investment and Jobs Act en 2021, suivi surtout en outre dernier de l'adoption de l'Inflation Reduction Act, celui-ci prévoyant 400 milliards de dollars d'investissement dans le contrôle des émissions de gaz à effet de serre et des infrastructures d'énergie propre. Elles attestent de la possibilité d'agir pour l'exécutif et le législatif dans une certaine limite, l'impulsion économique, l'incitation, plus que la réglementation autoritaire et très engageante du côté des États. C'est donc sur le marché ou grâce au marché que devrait définitivement s'appuyer la politique climatique américaine dans le renforcement de la lutte contre le réchauffement climatique. Faut-il s'en étonner? Loin de là, si l'on rappelle que les objectifs du Power Plant ont été remplis malgré sa suspension et grâce au marché. Et nous conclurons uniquement avec cette question. Appui du marché d'un côté, rejet de la contrainte de l'autre côté, n'est-ce pas au final, nous semble-t-il, l'ADN américaine de la décision West Virginia versus EPA. Voilà pour mes propos et je pense avoir dépassé mon temps, ma pauvre Christelle. Non, c'est parfait, très bien. Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation qui soulève des tas de questions, il me semble. Alors, j'en aurai quelques-unes, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a des mains levées? Il y a une main qui applaudit, une main. Eh ben, il y a Pauline qui demande la parole et ça me plaît bien parce que parfait. Bah, du coup, on discute toutes les deux de cette affaire, on est passionnés de cette affaire. Donc, Pauline, Bonjour Pauline. Oui, bonjour à tous. On en a parlé effectivement avec Mathilde il y a quelques jours. Je crois qu'elle a vraiment tout dit et en même temps, elle a ouvert des pistes de réflexion qui sont absolument très, très importantes. Notamment, il y a plein de choses que tu as dit, Mathilde. Je ne voudrais pas trop monopoliser la parole, etc. Mais voilà, enfin, d'abord, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que la Cour, elle ferme une voie très efficace en réalité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de permettre une production d'électricité qui soit voilà, plus soutenable, qui soit basée à partir d'énergies renouvelables. Et tu termines en disant, bon, bah, du coup, on met de côté la réglementation autoritaire et ce que ça nous laisse, c'est les mécanismes de marché. Et la première question que je me pose, c'est que c'est vrai que les mécanismes de marché sont là. Ça fait quand même. Il y avait aussi beaucoup d'entreprises du système appartenant au système électrique qui étaient du côté d'EPA en réalité. Il y en avait aussi qui étaient du côté de West Virginia, mais il y avait beaucoup d'entreprises et d'exploitants de centrales qui étaient du côté d'EPA. Mais quand même, pour que le marché fonctionne, c'est important qu'il y ait un bottom line. C'est important qu'il y ait quand même une réglementation autoritaire qui soit là, enfin, ce qu'on peut appeler une réglementation autoritaire, mais qui met en concurrence tout le monde. Et tout laisser aux mécanismes de marché qui, effectivement, ont été efficaces ici parce que les prix baissent, parce que c'est moins cher aujourd'hui de faire de l'éolien et du solaire que ça ne l'était il y a 20 ans. Mais en réalité, à la fin, il y a quand même des limites à tout laisser au marché et on le voit bien, la nécessité vraiment d'avoir cette réglementation, ce level playing field pour que tous les acteurs jouent quand même dans le même playground. Et juste parmi les limites que tu soulèves, il y a sans doute aussi celle de la sortie du fossile. Finalement, il faut quand même fixer un cap, une direction et là, les pourcentages qui étaient annoncés dans ce CPP, c'était quand même assez engageant.
et ça fixait une sorte de closure d'activité ici. dedans. Mais ça a été atteint, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça a été atteint en 2020, alors que le plan prévoyait que ça soit atteint en 2030. Donc le marché y est allé, mais est-ce que ça suffira? C'est vraiment l'interrogation. Et donc, je crois que la question un peu effrayante, c'est de savoir si on a le temps d'attendre le marché ou pas, en fait. Exactement. Et là, le marché, il va plus ou moins dans ce sens-là, mais les acteurs qui sont prêts à y aller, ils ont besoin d'être sécurisés par une réglementation autoritaire. Et ils la demandent, cette réglementation. Et ce qui est absolument terrible, mais moi, ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure en bossant sur cette question, c'est cette obsession du peuple américain qu'on les juge dans toute le peuple ne l'a pas décidé, le peuple ne l'a pas demandé au Congrès, tout ça doit passer par le vote du peuple. À quel moment il va être possible de penser que la lutte contre le réchauffement climatique fait partie de la préoccupation populaire et du fait que finalement, même si la notion d'intérêt général ne les concerne pas, que ça concerne leurs propres intérêts particuliers, que ça y est, on va y être, que c'est aussi important qu'un intérêt économique. Est-ce qu'il faut attendre que ce soit complètement un intérêt économique, et dans ce cas-là, c'est bon, le marché aura joué son rôle, puisque ce sera un intérêt économique de lutter contre le réchauffement climatique, et tout le monde y aura intérêt. Tu vois, à quel moment le juge pense autrement ce que pense le peuple? Est-ce que tu vois ma question? Oui, mais cette obsession de ce que pense le peuple américain. Mais pour le juge, le peuple, c'est le Congrès. Et tant que le peuple ne le dit pas clairement, et d'ailleurs, tu l'as même dit dans ton exposé, c'est intéressant, j'ai noté que l'agence devient le décideur de la politique énergétique au niveau national. Mais d'abord, il y a une agence de l'énergie aux États-Unis, qui est l'EPA. L'EPA, et c'est ce que dit plus ou moins en substance Roberts, l'EPA, c'est une agence qui est là pour contrôler les pollutions. Or, avec le CPP, le Clean Power Plan, l'EPA est en train de gérer le système électrique. Et ce n'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande de contrôler les pollutions et pas d'être un gestionnaire du système électrique en prévoyant comme ça ces changements de production d'électricité. Et donc, tu es en train de dire que tu es d'accord avec le juge conservateur? J'ai envie de faire comme tu l'as fait aussi, en faisant un petit peu l'avocat du diable, ce qui est évidemment très… Donc, en fait, c'est légitime. D'ailleurs, on peut se poser la question. Et en France, comment ça se passe? Qui décide de notre mix énergétique en France? Qui décide que on a tant de nucléaire, qu'on a tant on va réouvrir les centrales ou la centrale à charbon pour pouvoir un peu pallier le nucléaire qui offre moins de capacité en ce moment. Et puis notre éolien, on a l'impression que c'est l'exécutif. C'est quand même Emmanuel Macron qui nous a dit à Belfort qu'on allait construire 3 nouveaux EPR. Et à quel moment le peuple français se prononce aussi? Alors, c'est prévu au printemps prochain. Mais en fait, on voit que nous aussi, on est quand même vraiment mis de côté. Alors, il s'avère que ça va plus ou moins dans le même sens, mais est-ce qu'on a envie de faire du nucléaire finalement tous? Il y a des questions voilà, peut-être pas. Donc, mais ce que tu soulignes, et ça, je crois que c'est fondamental, c'est que le problème, c'est que de dire c'est au Congrès de décider, c'est pas à l'agence. Moi, je veux bien, je comprends tout à fait. Mais le problème, c'est que le Congrès le fait plus depuis 30 ans, tu l'as dit, parce qu'on a un Congrès qui est complètement partisan. Avant, il y avait un bipartisanisme qui fonctionnait au Congrès. On avait des lois environnementales qui étaient prises, on avait des choses qui étaient prises. Et là, tout est paralysé. On a un Congrès qui ne fait plus rien, mais qui ne fait plus rien dans le domaine environnemental, mais il ne fait plus rien dans un nombre de domaines très importants pour lesquels on a besoin de lois. Donc, dès lors qu'on n'a plus de Congrès, on a besoin d'agences. Et là, on retire un outil essentiel aux agences. Donc, moi, je me demande même comment est-ce que les États-Unis vont satisfaire leurs engagements au regard de l'accord de Paris. Ils se sont réengagés pour revenir dans l'accord de Paris. Il faut bien qu'ils puissent le mettre en œuvre, mais ils ne peuvent pas le mettre en œuvre dès lors que le Congrès ne le fera pas. Et d'ailleurs, on voit la loi qui a été votée cet été, le Inflation Reduction Act. C'était encore 50-50 au Sénat. Il a fallu la voix de la vice-présidente pour pouvoir trancher et du coup, la loi a pu être adoptée. Mais il ne se passera rien au niveau du Congrès. Donc, on a besoin des agences. Et là, c'est vraiment quand même problématique. Alors, j'ai une question que je laisse un peu ouverte, mais c'est la question que je me pose. Cet arrêt, tu l'as dit, Mathilde, il est fondé sur la section 111 du Clean Air Act. C'était aussi cette disposition qui était au cœur de l'arrêt AEP contre Connecticut.
Et en fait, la Cour, ici, dans West Virginia, elle ne remet pas en cause la compétence d'EPA sur le fondement de l'article 1111. EPA peut réglementer les centrales électriques. Elle l'a dit dans AEP contre Connecticut, elle le confirme ici. Mais elle réduit énormément le champ d'action de EPA dans ce domaine-là. Alors du coup, est-ce que ça réouvre pas la voie quand même possible de tous les contentieux fondés sur la nuisance? Exactement. Alors, AEP n'est pas remis en cause, mais là, West Virginia resserre la compétence d'EPA. Donc, du coup, on a quand même peut-être les federal common law nuisance qui vont remonter, qui vont redevenir… Oui, mais ce qui fait que c'est intéressant, il y a des pistes de contentieux qui peuvent être placées. Sauf que c'est moins efficace de passer par un juge en maths, parce que la nuisance, c'est de la responsabilité civile, et donc c'est quand même compliqué. Donc, tu veux dire que ça toucherait aussi à ce qu'on appelle la théorie du déplacement ou Voilà, exactement. Donc le juge utilise la théorie du displacement pour dire finalement l'agence… Là, il n'y aurait pas de déplacement. Du coup, à partir du moment où on resserre le pouvoir d'EPA, ça laisse quand même un peu plus de place pour les actions en responsabilité classiques. Mais ces actions en responsabilité, elles restent moins efficaces au regard de l'urgence climatique, parce que ça veut dire qu'il faut y aller action par action, demander une injonction au juge. C'est exactement la question que je me suis posée en me disant, est-ce qu'il n'y aurait pas l'ouverture maintenant pour encore une place pour la… Exactement. Et je pensais être fermée. Et alors, justement, est-ce que vous avez une idée l'une et l'autre de comment d'abord la décision a été retenue par les activistes, par les citoyens, par la communauté judiciaire dans son ensemble aussi, par s'il y a eu des réactions et peut-être des stratégies portées par alors peut-être des associations dont on sait qu'elles sont mobilisées sur ces contentieux climat, ou voire des États, ou des victimes qui pourraient s'organiser en réaction avec ce que tu dis. Est-ce que vous avez déjà… Est-ce que c'est sans doute un peu tôt? Et je n'ai pas bien compris finalement qui était la figure des requérants dans cette affaire. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire deux mots et puis on laisse… Ce sont les États, des États qui généralement, économiquement, accueillent les entreprises charbon, donc États et entreprises. Okay. Je crois qu'ils sont 28 États dans mon souvenir. Je ne sais pas si c'était encore 28 devant la Cour suprême. Il faudrait vérifier. Pas nécessairement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait vérifier, mais pas nécessairement. Parce que là aussi, il faut faire attention, c'est républicain-démocrate, l'opposition n'est pas claire là-dessus. Je veux dire, les démocrates n'ont jamais fait voter non plus une loi environnementale. Il ne faut pas oublier que c'est un démocrate qui s'est opposé au vote de la loi, c'était au mois d'août, où il manquait une voix, c'était celle du député démocrate. Donc, dès lors qu'un démocrate accueille des usines charbon sur son territoire, c'est quand même pas simple d'aller contre ses promesses électorales. Bien sûr. Non, et puis pour ce que ta question, Christelle, c'est comment est-ce que cette décision a été prise? Tout le monde est frightened, parce que en fait, il n'y a pas que EPA qui est concerné, toutes les agences sont concernées. Il y a la Securities Exchange Commission, qui est l'équivalent de l'AMF, qui a publié en juin dernier une proposition de réglementation en matière de transparence pour les risques climatiques sur les marchés financiers. Si vous voulez, tous les actifs qui sont négociés sur les marchés financiers et qui seraient ce qu'on appelle des actifs échoués ou des futurs actifs échoués. Et donc, c'est une réglementation qui va obliger à disclose, enfin à révéler les potentiels actifs échoués dans les portefeuilles d'actions. Et la réglementation, elle va certainement être attaquée sur le fondement de la Major Question Doctrine, parce qu'on va dire en quoi est-ce que la Securities Exchange Commission se met à réglementer des questions climatiques. Ça a des impacts financiers énormes, ce n'est pas son cœur de métier. Il faut regarder le contexte, comme l'a dit Mathilde. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce que c'est que la Major Question Doctrine, ce n'est pas très, très clair. Mais la SEC et toutes les autres agences
sont en train de regarder ça en se disant maintenant, dès qu'on va agir, dès qu'on va prendre une réglementation, on va avoir des contentieux qui nous disent que la question qu'on est en train de réglementer, elle est majeure. Et économiquement parlant, on sait qu'en matière environnementale, dès que l'Agence de protection de l'environnement prend une réglementation, les conséquences économiques sont tout de suite très importantes. Et là, il y a un cas qui vient d'être plaidé au mois d'octobre sur le Clean Water Act, qui est l'équivalent de Massachusetts contre EPA, mais pour le Clean Water Act. Et la Major Question Doctrine est au centre aussi des arguments des propriétaires et des États qui ne veulent pas voir une agence de protection de l'environnement qui aurait une compétence trop large. La question étant de savoir ce que c'est qu'une navigable water, federal navigable water, et dans ce cas-là, l'agence peut les protéger, quoi. Donc non, tout le monde est plutôt un peu ennuyé. Mais Mathilde l'a dit, il y a quand même, moi j'ai bien aimé l'optimisme de Mathilde quand même, parce que je crois qu'il y a aussi des choses en dehors des mécanismes de marché. Tu l'as dit, il y a d'autres sections du Clean Air Act qui peuvent être mobilisées et qui permettent de contrôler d'autres polluants aériens, pas forcément les gaz à effet de serre, mais à partir du moment où vous matraquez une centrale à charbon sur d'autres sources de poussière, d'autres choses, en lui imposant à faire autre chose, et ben, ça aura un effet indirect sur les émissions de gaz à effet de serre aussi. De toute façon, dès que la décision a été rendue, ce qui est intéressant, c'est que le truc, c'est effrayant, ça a duré quelques heures. Ouais. Immédiatement, j'allais dire à l'américaine, je n'en sais rien, mais immédiatement, on rebondit et vous êtes avec les experts pour proposer plein de nouveaux dispositifs. Ils s'y attendaient un peu, donc il y avait un truc pour autre chose. D'accord. Merci pour ces réponses. Effectivement, il y a ce que tu signalais, Pauline, aussi, cet effet paralysant en chaîne qu'on peut imaginer avec une multiplication de recours, y compris sur d'autres agences, c'est quand même aussi intéressant et à suivre donc pour les prochaines semaines, années sur ce contentieux fleuve. Alors, je mettrai évidemment peut-être le lien des grandes affaires climatiques, puisque tu reviens sur deux affaires américaines. Philippot, d'ailleurs, aussi a commenté deux affaires américaines pour nos auditeurs, auditrices. Ce sera intéressant du coup d'aller plus loin sur l'histoire de ces contentieux déjà, qui apportent énormément. Merci beaucoup. On enchaîne peut-être avec Ivano, et si d'autres questions émergent et que nous avons un peu de temps à la fin de ce séminaire, n'hésitez pas. Ivano, je te laisse te présenter le programme dans lequel tu t'inscris aujourd'hui et nous dire d'où tu parles pour commenter un autre arrêt de cet été très important rendu cette fois-ci en Grande-Bretagne. Je te laisse la parole. Merci à toi. Merci beaucoup, chère Christelle. Merci à tout le monde. Merci à Mathilde, à Pauline pour l'intervention et puis pour ces belles réflexions. Et je pense que je vais me présenter tout d'abord avant de commencer. Je m'appelle Ivano Logna. Je suis un chercheur en droit de l'environnement et des changements climatiques. Je travaille à Londres, à l'Institut britannique de droit international et comparé. Donc, c'est là-bas où je dirige les travaux dans cette matière. J'avais fait une thèse, j'ai soutenu ma thèse il y a quelques mois à Paris 1. C'était sur le droit de l'environnement comparé, sur la circulation des modèles juridiques dans le domaine de l'environnement. Et depuis 3 ans, je travaille déjà à Londres, au BICL, comme on l'appelle, le British Institute of International Comparative Law. Et en particulier, je m'occupe des contentieux climatiques. Dans les dernières années, on a publié, l'année dernière, on a publié un volume. Je vous mets le lien, voilà. Ça, c'était, si j'arrive à la... J'ai mis des choses, Ivano. Ah, déjà? Parfait. Voilà, ça, c'est lui, Bril, qui a mis Christelle. C'est déjà les derniers, c'est les volumes, c'était sur le contentieux climatique en perspective globale. Donc, on avait fait un travail matière de contentieux climatique à la fois par pays et aussi les prospectives et puis, bien sûr, ce qui existe déjà au niveau droit international. Là, avant de commencer, je vous présente aussi un nouveau projet que je suis en train de diriger et que j'ai la chance d'ailleurs
d'avoir aujourd'hui avec nous des experts qui font partie de ce projet dans cette salle. Donc, ces projets, comme vous voyez, s'appellent Global Perspectives on Corporate Climate Legal Tactics. C'est l'idée de créer une boîte utile en matière de contentieux climatiques contre les entreprises. Donc, quelque chose qu'on ne va pas vraiment traiter aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur les contentieux contre le gouvernement. Mais c'est un nouveau projet très intéressant. On a parmi nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir le père des droits de l'environnement français, Michel Prieur. Bonjour Michel. Donc, lui, il fait partie du core group, du steering committee de ces groupes. Et puis, bien sûr, Mathilde et peut-être Pauline, s'il accepte, ils seront nos rapporteurs nationaux pour la France. Donc, c'est un projet très ambitieux. L'idée, c'est de réussir à aller investiguer dans 17 pays différents pour cette première année, quelles sont les possibilités existantes déjà, mais qu'on peut utiliser pour les contentieux climatiques dans les autres domaines. Et puis, voilà, essayer d'un peu pousser le débat et aussi vraiment la pratique de ce contentieux. C'est pour ça qu'on travaillera beaucoup avec les avocats, avec les scientifiques et aussi avec, bien sûr, les juges. Et donc, voilà, ça, c'est juste pour dire la recherche et sur quoi je travaille. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance de vous parler d'une décision très importante, le jugement de la Haute Cour britannique dans cette affaire sur la stratégie net zéro. Donc, je vais aborder un petit peu de manière peut-être moins précise que Mathilde, parce qu'elle est vraiment maîtresse sur ça. Et je vais essayer d'aborder les points principaux de cette affaire, juste pour voir effectivement de quoi il s'agit et surtout pour montrer un peu où est-ce qu'on est en train d'aller, à quoi ça correspond, ce type de décision, pourquoi c'est important aussi de notre point de vue, même si, comme on sait, les Royaumes-Unis, désormais, ne fait plus partie de l'Union européenne, mais bon, et la circulation des modèles n'a pas ce type d'enceintes régionaux à tenir en compte, heureusement. Donc, ça, c'est une affaire, comme on disait, du juillet. C'est le 18 juillet 2022, d'ailleurs. C'était une des journées les plus chaudes jamais enregistrées au Royaume-Uni. Heureusement, je n'étais pas à Londres et à l'époque, 18 et 19, je pense que c'est les moments qu'on atteint 40 degrés. Et c'est là qu'on a eu ces jugements. Bon, donc la coïncidence, je pense aussi les juges, peut-être, ils l'ont retrouvé dans ces situations et ils ont rendu un jugement qu'on peut dire vraiment révolutionnaire. Donc, comme on disait, c'était la Haute Cour d'Angleterre et des Pays de Galles. Et cette affaire, voilà, je vous mets aussi les liens parce que d'ailleurs, ça va être un peu plus difficile de le dire en anglais. Voilà. Ça, c'est le vrai titre de l'affaire avec la décision que vous pouvez télécharger. Donc, bien sûr, dans cette décision, la Haute Cour a conclu que les plans du gouvernement britannique qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre étaient inadéquates et enfreignaient la législation nationale. Donc, il y avait 3 plans distincts. C'est pour ça que vous voyez dans les titres, il y a Friends of the Earth Limited and Others. Et donc, il y avait Friends of the Earth, donc les Amis de la Terre au Royaume-Uni, Client Earth, et que c'est, comme peut-être la majeure partie de vous connaissez, c'est une grosse cabinet, et NGO, et il y a un peu tout, et c'est vraiment des gens qui sont en train de faire beaucoup de bien au contentieux climatique en ce moment, et pas seulement au niveau du droit environnement en général. Good Law Project, qui est un autre NGO très intéressant. Et puis, il y avait aussi la militante écologiste Joanna Waitley, et tous ces 3 plantes concernaient toutes des échecs du plan de décarbonisation du gouvernement britannique, ce qu'on appelle justement la stratégie net zéro, qui a été adoptée en octobre 2021 en vertu des articles 13 et 14 de la loi de 2008 sur les changements climatiques, Climate Change Act. Donc, comme vous savez, cette loi, c'est assez importante, c'est très important même parce qu'elle était la première loi dans ce genre au niveau mondial. Elle oblige les gouvernements britanniques à fixer et atteindre des objectifs juridiquement contraignants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et très important, cette affaire judiciaire, parce qu'en affirmant les caractères exécutoires de la loi sur les changements climatiques, cette affaire garantit que les gouvernements britanniques est tenu responsable de ses engagements climatiques. Donc, l'issue de l'affaire a été bien sûr très importante pour Friends of the Earth parce qu'effectivement,
s'était battu pour la promulgation de la loi en 2008 et même avant. Donc, c'était à la suite de sa campagne Big Ask. Et les résultats de l'affaire est également significatif à l'échelle mondiale parce qu'en quelque sorte, il renforce l'efficacité d'une loi nationale, surtout en ce moment, comme vous savez, où il y a beaucoup d'autres pays qui ont emboîté les pas et ils ont adopté une législation nationale dont le but, bien sûr, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour aller sur le contexte juridique, le Climate Change Act, comme on disait, cette loi climatique, fixe dans la législation l'objectif d'émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni à zéro net d'ici 2050, conformément donc à l'accord de Paris, même avant la lettre. Et afin d'atteindre cet objectif de zéro net d'ici 2050, la loi sur les changements climatiques exige que le secrétaire d'État, que c'est l'acteur principal qu'on voit de l'autre côté du titre, Secretary of State, et sont disons, sont des autorités qui dirigent la plupart des grands départements gouvernementaux au Royaume-Uni. Et il y en a en ce moment actuellement 16 secrétaires d'État. Disons, les secrétaires d'État, dans cette affaire, ils demandaient justement d'établir des budgets carbone successives, selon la loi, est-ce que l'on pas dans cette affaire, qui couvrent chacun une période de 5 ans. Donc, chaque budget fixe effectivement la limite des émissions sur une période de 5 ans. Donc, ça, on parle en particulier du 6e budget carbone pour la période qui va de 2033 à 2037, qui est entré en vigueur le 24 juin 2021. Donc, ces 6e budgets carbone étaient les premiers budgets à exiger un alignement sous l'objectif de net zéro adopté. Donc, c'est assez important, comme on disait. Et la loi sur les changements climatiques exige que les secrétaires d'État mettent en place les propositions et les politiques nécessaires pour permettre d'atteindre les objectifs d'un budget carbone, comme on dit dans les textes, et j'ai traduit bien sûr, dès que cela est raisonnablement possible. Donc, les propositions et politiques pour le 6e budget carbone sont énoncées dans cette stratégie net zéro. Donc, on disait, les acteurs, Friends of the Earth, a déposé son dossier en janvier 2022, donc il y a quelques mois, et suivi après quelques peu de temps par Client Earth et Good Law Project. Et les 3 ONG ont fait valoir que les plans de décarbonisation du gouvernement étaient illégaux et n'étaient pas conformes à la loi sur les changements climatiques. Donc, un autre, c'est très intéressant parce que, en particulier, le cas des Good Law Project a inclus un motif fondé sur les droits de l'homme et Friends of the Earth avait un motif distinct contestant la stratégie du gouvernement en matière de chauffage et de construction, donc ce qu'on appelle en anglais Heat and Building Strategy, HBS. Donc, sa stratégie, la stratégie du gouvernement qui vise à réduire les émissions qui proviennent justement du chauffage et des émissions qu'on sait qu'ils constituent un grand pourcentage des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ces motifs distincts, les Amis de la Terre ont fait valoir que les gouvernements avaient enfreint la loi de 2010 sur l'égalité et ne tenant pas du moins compte des impacts de cette stratégie Heat and Building Strategy sur les personnes ayant des caractéristiques protégées. Donc, il y a aussi ce côté droit de l'homme. Les secrétaires d'État à l'entreprise, à l'énergie des entreprises et à la stratégie industrielle, ça c'est les vrais titres, Secretary of State for Business, Energy, Industrial Strategy, a fait valoir que tous les motifs des demandeurs étaient indiscutables et ils ne devraient pas obtenir l'autorisation de poursuivre en justice. Et bien sûr, malgré cela, le 1er mars 2022, les juges Court justement accordé aux plaignants l'autorisation de procéder pour tous les motifs. Et donc, le tribunal a ordonné que les 3 plaintes distinctes, comme je disais, venant des 3 différents ONG, soient entendues ensemble, compte tenu aussi de leur chevauchement, parce qu'on parlait au final un peu de du même dispositif juridique, et l'affaire a été inscrite pour une audience entre les 8 et les 9 juin 2022. Il faut rajouter une petite chose avant de parler du jugement. Quelques mois avant l'audience, le secrétaire d'État a renversé sa position sur les motifs des Amis de la Terre, justement sur
celle qui concernait, disons, la stratégie du gouvernement en matière de chauffage et de construction, comme je disais. Et ayant précédemment fait valoir que ces motifs étaient indiscutables, après, les juges Cotter avaient autorisé les recours à se poursuivre pour tout le motif. Le secrétaire d'État, bizarrement, a reconnu que le gouvernement, effectivement, avait agi illégalement en ce qui concerne la Heat and Building Strategy. Et donc, avant l'affaire, le gouvernement n'avait effectué aucune évaluation de l'impact sur l'égalité de cette stratégie. Et comme on voit aussi dans la décision, qui fait une soixantaine de pages, comme vous voyez, le gouvernement britannique s'est maintenant engagé à exécuter aussi cette stratégie. Donc, ce fut déjà une grande réussite avant même la décision. Donc, une grande réussite aussi pour l'avancement des revendications d'égalité dans les litiges climatiques. La transition vers ce type d'économie décarbonée, on parle beaucoup de ça. Il y a beaucoup de débats sur le Just Transition, et justement, elle doit être juste, elle doit être inclusive, et s'attaquant plutôt qu'exacerbant les inégalités existantes. Et en ce moment, par exemple, une partie de la doctrine, c'est très intéressant, et est en train de se concentrer aussi sur ce type de contentieux, sur justement la transition juste aux transitions équitables. Donc, les personnes de couleur en particulier, les personnes handicapées, les personnes âgées, sont touchées d'après justement ces types de décisions de manière disproportionnée par la pauvreté énergétique. Il est donc vital qu'une stratégie visant à décarboner le chauffage et le logement tienne compte aussi des impacts potentiels sur ces groupes. Donc, ça, c'est très important. Donc, les jugements. Donc, je disais, audience, c'était 8 et 9 juin 2022. Lors de cette audience, Friends of the Earth, Clientel, Good Law Project, les acteurs ont combiné leurs arguments en deux motifs consolidés. Premièrement, que les gouvernements avaient enfreint l'article 13 de la loi sur les changements climatiques, exigeant la préparation des politiques et des propositions qui permettront au gouvernement de respecter les budgets carbone à venir. Comme je disais, il s'agit ici, quand on parle de ça, d'une obligation permanente. Et deuxièmement, que les gouvernements avaient enfreint l'article 14 de la loi sur les changements climatiques, exigeant la préparation d'un rapport au Parlement suite à l'adoption d'un nouveau budget carbone. Et ici, bien sûr, on parle, comme je vous ai dit, de ce 6e budget carbone, période 2033-2037. Et ça, c'est le budget en matière des politiques, justement, pour permettre au gouvernement de respecter ça, et aussi, et pas seulement aussi des autres budgets à venir, bien sûr. Ça, c'est juste les premiers sur lesquels on avait mis l'attention. Donc, le jugement a été rendu par les juges Holgate le 18 juillet 2022. Je disais, cette journée très chaude, 40 degrés, et dans une victoire qui a été saluée par tous les journaux. Si vous cherchez sur Internet, si vous avez les journaux de ce moment, c'est une victoire vraiment historique pour la justice climatique. Les tribunaux ont statué que les gouvernements n'avaient pas respecté l'article 13 et l'article 14 sous la loi sur les changements climatiques. Et c'était ça la première fois que les Royaumes-Unis étaient reconnus coupables d'avoir enfreint cette loi, la loi principale, la loi fondamentale en matière des changements climatiques. Donc, les jugements ont conclu que les secrétaires d'État ne disposaient pas des informations légalement requises pour adopter la stratégie net zéro et que cela compromettait sa capacité à prendre en compte le risque que les politiques n'atteignent pas les budgets carbone prévus par la loi. Et donc, comme on disait, ça, c'est vraiment la violation de l'article 13, le premier motif. Ainsi, il avait été informé que les politiques quantifiées dans la stratégie net zéro totalisaient environ 95% des réductions d'émissions nécessaires pour respecter les budgets carbone, mais on ne lui avait pas dit quelle était la contribution de chaque politique et ni comment les déficits de 5%, bizarrement abandonnés quelque part, seraient composés. Donc, les plaignants ont également obtenu gain de cause, dont l'autre motif, le deuxième motif de recours, donc l'article 14, il a été jugé que les secrétaires d'État n'avaient pas rempli l'objet statutaire de transparence et présentant les rapports au Parlement, et n'expliquant pas de manière adéquate la pensée derrière ces propositions et comment
et ces propositions elles pourraient permettre de respecter les budgets carbone à un public plus large. Donc, et quand on parle de public plus large, on ne parle pas seulement des ONG, bien sûr, aussi des gouvernements locaux, des entreprises et même des citoyens. Donc, ça, c'était, vous le trouverez dans la décision, c'est le paragraphe 233. Donc, par conséquent, les juges GATT a conclu que la stratégie net zéro lui-même contenait des informations insuffisantes pour permettre au Parlement et au public de l'examiner correctement. Et les jugements rendent compte de l'importance de cette omission en affirmant que, et je cite, ça c'est ma traduction bien sûr en français, la responsabilité parlementaire n'est pas moins fondamentale pour notre Constitution que la souveraineté parlementaire. Donc, si vous voulez trouver ça, c'est le paragraphe 189 du jugement. Donc, les parlements avaient effectivement été tenus dans l'ignorance du déficit des 5%, et les jugements a conclu que la stratégie net zéro aurait dû inclure un ensemble quantifié des propositions énonçant les réductions d'émissions prévues des politiques elles-mêmes, afin justement que les parlements puissent les examiner et avoir, disons, une connaissance plus précise. En parvenant à cette conclusion, bien sûr, les juges GATT accordaient un poids considérable au point de vue du comité d'experts sur les changements climatiques, ce qu'en Angleterre on appelle Committee on Climate Change. On connaît très bien parce qu'en France, on a imité le même système et qui, comme on sait, sont des conseillers indépendants du gouvernement en matière des changements climatiques, donc des scientifiques, mais pas seulement. Donc, les jugements, donc, comme je disais, également une victoire pour la transparence, très important. Ce déficit qu'on pourrait dire inexpliqué des 5% de les réductions d'émissions nécessaires représentés par des politiques quantifiées n'a pas été rendu public que par le biais de cette affaire judiciaire. Donc aussi l'importance de porter des affaires pour savoir un peu plus de ce qui se passe derrière les coulisses du gouvernement. Et il n'y avait rien dans les textes de la stratégie net zéro pour suggérer qu'il y avait un tel déficit. Donc, les tentatives précédentes pour obtenir des informations sur les impacts quantifiés des politiques avaient été d'ailleurs refusées par les secrétaires d'État. Et bien que 5%, on pourrait penser, 5% pourrait sembler peu, en termes climatiques, c'est très important. On parle d'environ 75 millions de tonnes de CO2 équivalent, ce qui équivaut à peu près aux émissions annuelles des voitures pour l'ensemble du Royaume-Uni. Donc, ce n'était pas vraiment très petit, les 5%. Donc, les demandeurs, bien sûr, ont demandé, obtenu ce qu'on appelle un jugement déclaratoire et une ordonnance obligatoire ultérieure, obligeant les secrétaires d'État à déposer un nouveau rapport en vertu de l'article 14, comme je disais, de la loi sur les changements climatiques. Et ce rapport doit être produit et déposé, présenté devant le Parlement avant la fin de mars 2023. Bien sûr, sans annuler l'actuelle stratégie net zéro entre-temps, malgré toutes les lacunes qui ont été identifiées par la Cour. Donc, on va voir juste quelques disons, trends dans ce type de contentieux. Donc, déjà, comme je disais, il y avait le troisième motif des demandeurs qui plaidait en faveur de l'applicabilité de la loi de 1998 sur les droits de l'homme, dont l'interprétation des articles 13 et 14 de la loi climatique. Et ça a échoué parce qu'il était trop ambitieux à plusieurs égards. Ça, c'est le paragraphe 63 de cette décision. Il est cependant de plus en plus probable que les demandeurs continueront à faire valoir les arguments relatifs aux droits de l'homme dans les litiges climatiques. On le sait très bien parce qu'une grosse partie des litiges climatiques, une partie très importante, est fondée sur ce type justement des motifs. Et la reconnaissance d'un droit à l'environnement sain, bien sûr, par l'Assemblée générale, juste quelques semaines, quelques jours après cette décision, portera certainement aussi d'autres conséquences pour les contentieux climatiques à l'échelle mondiale. Donc, on sait très bien, c'est vraiment un mouvement de ce point de vue. Un autre point intéressant était que les demandeurs reconnaissent qu'une grande partie du contenu de la stratégie était louable. Donc, ça, c'était le paragraphe 20. Et la reconnaissance que la stratégie n'était pas sans fondement et aussi un peu une indication que cette affaire fait partie d'une nouvelle vague de litiges climatiques de plus en plus nuancés,
contre justement les gouvernements ou les organismes publics en général. Cette nouvelle vague des litiges, d'ailleurs, ces deux collègues de London School of Economics, du Grand Institute, Joanna Setzer et Catherine Hayem, qui parlent des litiges systémiques, et de la même manière, Lucy Maxwell et autres parlent des cas d'atténuation systématique. Cette vague de litiges peut être caractérisée comme des actions qui visent à défier les gouvernements, non pas pour avoir agi sur les changements climatiques, pour ne pas avoir agi, mais plutôt pour amender, pour changer l'ambition, pour l'améliorer, ou l'efficacité de certaines politiques ou des projets scientifiques et spécifiques qui sont destinés à fournir, bien sûr, une atténuation, la mitigation contre les changements climatiques. Et comme d'ailleurs certains de ses collègues, Catherine, Joanna et une autre, justement dans les nouveaux rapports qui s'appelle Challenging Government Response to Climate Change through Framework Litiging, cette affaire fait partie d'un nouveau groupe d'affaires concernant exclusivement la mise en œuvre des mesures de protection du climat pour atteindre des objectifs existants ou pour mettre en œuvre des plans existants. Donc, ce sont les affaires qui appellent cas de mise en œuvre et se trouvent principalement, ça c'est la chose intéressante, dans les pays du Sud, et ça un peu, c'est pour tenter aussi de surmonter les contraintes de mise en œuvre. Dans cette affaire au sud du monde, les litiges sont souvent utilisés en dernier recours pour obliger les gouvernements à appliquer les politiques existantes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Les exemples, vous les connaissez si vous avez regardé un peu les contentieux climatiques. Je pense que vous avez aussi discuté dans les séances précédentes. Les exemples sont Ashgar Regal, un leading case, une affaire fondamentale au Pakistan, l'affaire en cours de l'Institute of Amazonian Studies contre le Brésil, où les plaignants considèrent que le gouvernement fédéral n'a pas respecté ses plans d'action pour prévenir la déforestation et atténuer et s'adapter aussi au changement climatique, violant aussi, ainsi les droits nationaux, mais aussi les droits fondamentaux. Mais cependant, dans les cas en question, cette affaire au Royaume-Uni, les trois ONG qui ont porté l'affaire ne contestaient pas, comme je disais, l'ambition ou la conception de la loi sur les changements climatiques elle-même, bien sûr, mais ils se sont plutôt concentrés sur la question de savoir si le gouvernement s'était conformé à des obligations spécifiques en vertu de la loi. Et dans cette décision, comme je disais, la Haute Cour d'Angleterre des Pays de Galles a cité avec approbation et adopté avec gratitude, ça c'est, je cite, les raisonnements de la décision de juillet de l'année précédente, juillet 2020, de la Cour suprême d'Irlande dans l'affaire Friends of the Irish Environment contre les gouvernements d'Irlande, et le fait qu'il devait avoir de la transparence pour le public sur la manière dont un gouvernement cherche à atteindre les objectifs de la législation nationale sur le climat. Donc, les affaires du Royaume-Uni et de l'Irlande peuvent être comprises comme faisant partie d'une série d'affaires dans les pays de common law qui se fondent principalement sur les obligations procédurales énoncées dans ce type de, je ne sais pas, législation cadre, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, pour utiliser la terminologie de mes collègues anglo-saxons. Donc, excusez-moi, je vais vers la conclusion. Donc, comme j'ai déjà mentionné, bien sûr, la loi sur les changements climatiques au Royaume-Uni a été promulguée il y a plus de 10 ans, il y a plus désormais de 15 ans, à la suite de cette campagne que je disais menée par les Amis de la Terre, par Friends of the Earth. Il s'agissait de ce premier texte législatif au monde qui fixait les objectifs de réduction de carbone, juridiquement contraignant. En fin de compte, cette affaire aboutit à bien plus qu'une conclusion d'illégalité relative à la stratégie gouvernementale, même si, très important bien sûr, cette affaire a montré que cette loi a du mordant, c'est très important, et peut être appliquée par les biais du système judiciaire si les gouvernements ne respectent pas ces obligations légales. Ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'académique et étudiant les contentieux climatiques, on est très content. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important tant pour le Royaume-Uni que pour beaucoup d'autres pays qui ont adopté des lois similaires, et aussi parce qu'on a vu beaucoup, je trouve, des rhétoriques de la part des politiciens, y compris, moi, je viens de rentrer, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de la COP27, sous la nécessité d'agir pour le climat.
mais il y a eu toujours un écart politique, le gap dont on parle toujours, même l'UNEP, il fait vraiment les rapports sur ça tous les ans, entre les objectifs de réduction fixés et les plans visant à concrétiser justement ces réductions d'émissions. Et c'est exactement de cela qu'il s'agissait dans cette affaire. La stratégie net zéro ne contenait pas suffisamment de détails pour se conformer à la loi. Donc, juste les dernières choses sur un peu une vision sur l'avenir. Donc, vous le savez peut-être, le gouvernement a décidé de ne pas poursuivre appel et donc il va se conformer à la décision de la Haute Cour, en vertu de laquelle, comme j'ai dit avant, il doit produire un rapport conforme à l'article 14 de la loi sur les changements climatiques au plus tard le 31 mars 2023. Et alors que, bien sûr, le gouvernement, il a cherché, surtout sur les médias, c'est normal, à minimiser l'importance de la victoire, il est clair qu'il y a beaucoup à faire pour corriger les erreurs juridiques identifiées par les tribunaux. 5%, comme je disais, ce n'est pas rien. Et les temps qui leur a été imparti pour le faire montrent qu'il ne va pas être un exercice simple. Et de plus, les rapports d'étape de la Commission sur les changements climatiques dès juin 2022 indiquaient clairement qu'une action décisive est nécessaire de la part du gouvernement. Et il a conclu qu'il existe des plans crédibles en place pour seulement 39% des réductions d'émissions nécessaires pour respecter ce 6e budget carbone. De plus, en tant qu'organisation des campagnes, les Amis de la Terre, les Friends of the Earth, travailleront avec des alliés du secteur pour s'assurer aussi, comme je disais, que l'évaluation de l'impact sur l'égalité pour cette Heat and Building Strategy est complète et ils vont plaider pour une stratégie dans ce sens améliorée qui protège aussi les personnes vulnérables de la société. Donc, des observateurs neutres devraient être encouragés par le fait que les freins et les contrepoids intégrés dans cette loi climatique de 2008 fonctionnent. De même, c'est désormais un principe carrément établi que la nécessité de faire rapport au Parlement ne met pas les gouvernements à l'abri des contestations juridiques. Se rend compte aussi éventuellement pour les autres pays. Et la Cour, bien sûr, s'est montrée disposée à faire appliquer les obligations légales de la loi sur les changements climatiques aux décideurs politiques afin d'agir de manière transparente et d'entreprendre des analyses quantitatives et qualitatives. Et à l'avenir, les gouvernements britanniques doivent s'assurer que ces politiques et procédures élaborées dans le cadre de cette stratégie net zéro sont fermement ancrées dans la réalité. Et cela devrait rassurer les entreprises aussi opérant au Royaume-Uni alors qu'elles cherchent à aligner leurs propres opérations pour suivre les rythmes des ambitions net zéro du Royaume-Uni. Et c'est pour ça que nous aussi, on essaiera de travailler sur les contentieux climatiques contre les entreprises ou avec les entreprises pour réussir à les pousser dans ce sens. Donc voilà, j'arrête ici ma présentation. Merci Ivano pour cette présentation très très riche, complète et beaucoup de hauteur aussi sur la mise en contexte de ce contentieux. On voit surtout, et je l'ignorais finalement, comment, avant même que le juge prononce, le gouvernement finalement est poussé à réorienter et donc la force du procès, c'est pas simplement le jugement, c'est évidemment tout ce qui se construit à côté. Alors j'avais juste une petite question technique. Est-ce que du coup il y a une stratégie entre les trois acteurs, les trois requérants ici? Est-ce qu'ils ont intentionnellement porté de façon séparée les argumentaires? Et donc ensuite le juge a évidemment rassembler les aspects, parce que finalement il y a trois directions aussi dans les stratégies des acteurs là. On voit clairement avec une stratégie très droits de l'homme, très action climat sectorielle portée par l'autre collectif. Donc voilà, j'avais une petite question là-dessus. Et évidemment, ce cas nous renvoie au cas français et notamment au rôle de l'expert, la place du bien plus ancien Haut Conseil pour le climat britannique, puisqu'on s'est inspiré de ce conseil. Et j'avais aussi une réflexion sur le calendrier. On est dans une même dynamique ici du juge qui va finalement fixer un calendrier avec une forme de suivi d'exécution de ce calendrier, alors qui est en train de se préparer. J'imagine que les ONG sont en train d'affiner les plaidoyers avec différentes techniques, à la fois juridiques et politiques, pour pousser le gouvernement finalement à préciser les choses, à être beaucoup plus transparent et à systématiser sa politique.
Est-ce que tu en sais davantage sur cette date butoir et sur les techniques de suivi d'exécution d'une décision? Un rapport, c'est ça? Concrètement, ça va être un rapport de 200 pages disant comme une stratégie nationale bas carbone. Quelle couleur ça va prendre ce rapport et surtout, que peut faire le juge avec ce type de document finalement? Et on prend peut-être juste... allez, 7 minutes, pas plus, comme ça on laisse Filippo dérouler le Caetano. Non, je vais aller très rapidement aussi parce que je veux vraiment entendre Philippe aussi sur c'est un compatriote, je veux savoir qu'est-ce qui se passe en Italie et ça c'est très intéressant pour moi. Et non, juste pour dire, alors je n'avais pas participé, moi je regarde tout un petit peu à distance, au moins jusqu'à là. Et donc effectivement, je ne sais pas si au début, au mois de janvier, ils étaient déjà en train de se coordonner, un peu comme on fait quand on organise des side events à la Corp, qu'on fait semblant d'organiser des choses différentes et puis on va les mélanger. Bon, donc ça, je ne sais pas. Par contre, la chose que je vois et que j'ai vu dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de collaborations entre les différents acteurs, entre les différents ONG, donc ça ne m'étonnerait pas. Et effectivement, c'est la même chose, pour répondre à la deuxième question, je pense que c'est la même chose qui s'est passé avec Urganda, qui en quelque sorte ont continué à fournir de l'aide au gouvernement, je ne sais pas comment dire de manière diplomatique, mais de l'aide aux Pays-Bas, au gouvernement des Pays-Bas pour faire en sorte que la décision soit mise en œuvre. Donc ça, je pense qu'il y aura effectivement une contribution aussi pour ce qui concerne cet rapport. Les rapports, franchement, je ne sais pas, je pense que ça va être un long rapport parce que quand même, il faut réussir à faire en sorte de remplir ces gaps, cette lacune qui manquait. Donc, mais effectivement, je ne sais pas, je suis pas en train de travailler dessus, donc je ne sais pas comment ça va faire. J'espère que ça va être assez exhaustif pour répondre à toutes nos questions, parce que comme on disait, ce type de contentieux, c'est vraiment très important aussi pour les autres pays, parce que ça nous permet de comprendre aussi l'importance des législations et comment ce type de législation, effectivement, est contraignant pour les États et pas seulement une autre. Voilà, pour moi, je trouve ça, c'est la réponse. Et puis. Sur la performativité des droits de l'homme aussi par rapport à finalement à d'autres affaires. Alors, pour le coup, les arbitres sont particulièrement bien mobilisés, article 2, même article 8 de la CEDEA. Ouais. Et le droit de propriété aussi, donc il y a quand même un petit déroulé classique. Oui, bien sûr. Les mécanismes de par ricochet de la Convention européenne des droits de l'homme sont très importants, même s'ils n'ont pas été pris en compte. Mais de l'autre côté, on voit que ce type de décisions fondées sur les droits de l'homme, en quelque sorte, tu disais avant, c'est vraiment le rôle stratégique du contentieux. Donc, avant, j'avais cité l'affaire Legari, que c'était l'affaire de cet agriculteur au Pakistan contre le gouvernement du Pakistan parce que justement, ils n'étaient pas en train de mettre en œuvre de manière concrète les plans d'adaptation et justement ça allait contre des droits fondamentaux et des droits constitutionnels. Moi, je pense que ça, c'est une affaire assez parallèle parce que là aussi, on a vu, par exemple, comme dans cette affaire, que le gouvernement a commencé à se bouger tout de suite avant la décision. Et pour créer, par exemple, cette commission qui permettait justement de mettre en œuvre. Donc, ils n'ont pas attendu la décision, je pense que c'était de 2015, pour pouvoir commencer à se bouger. Donc, je trouve que les droits de l'homme constituent toujours je vais pas le dire à Christelle Cournier, ça, mais voilà, voilà, c'est un terrain très important et surtout avec tous les avancées qu'on a eues avec l'Assemblée générale et avec aussi les nouvelles affaires au niveau international, je pense que ça va être de plus en plus important. Donc voilà, je ne veux pas parler d'autres parce que je pense que là, c'est le moment de laisser la parole aussi à... Mais si vous avez d'autres questions, on peut reprendre après. On fera un petit tour de discussion. Oui. Merci beaucoup. C'est une question très rapide. Merci pour ta belle intervention, Ivano. J'ai simplement un souci terminologique. Quand tu dis que, je l'ai toujours à propos de tous les droits, c'est quoi un jugement déclaratif du point de vue du droit anglais? Oui, jugement déclaratif, ça veut dire qu'il statue une situation qui doit être telle qu'elle. Donc, voilà, c'est juste, il ne va pas
il va simplement dire ce qui devrait être. Et donc, au lieu d'utiliser les C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction? Ben non, il n'y a pas de sanctions. Ouais, il n'y a pas de sanctions dans le sens qu'il n'y a pas, il propose pas justement de faire quelque chose de particulier. Ils disent simplement, vous êtes en train d'aller contre voilà, la loi. Alors que voilà, s'il y a une injonction, ça c'est l'autre type. Et là, D'accord, comme certains jugements, la voilà. Belgique, l'Allemagne, lesquels, ouais. Oui, D'accord. c'est pas que c'est pas contraignant, c'est juste qu'on a un type différent des décisions, voilà, OK. d'un style Merci. saxonne. Ouais, voilà. Merci Ivano. On laisse la parole à Filippo pour nous dérouler le cas italien. Et je suis ravie de t'accueillir. D'abord, je me souviens de toi en tant qu'étudiant, d'abord bénévole aussi dans l'association Notre Affaire à tous, et puis désormais aux côtés d'Urgenda, et peut-être même, peut-être as-tu œuvré dans ce cas italien, je ne sais pas, mais tu vas nous en dire un peu plus. À très vite, on te laisse la parole. Merci beaucoup Christelle, merci Ivano, Mathilde. Je tiens vraiment à souligner que j'ai développé mon intérêt pour les contentieux climatiques en 2017 grâce à un séminaire international qui a été organisé par Christelle à Paris. Ça a été une incroyable source d'inspiration pour moi et du coup c'est un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je suis actuellement juriste au sein du Climate Litigation Network. C'est un projet international de la Fondation Urgenda aux Pays-Bas. Et nous travaillons avec des communautés, des juristes du monde entier pour développer et soutenir des actions en justice, notamment afin d'accroître les efforts d'atténuation des États conformément à leur ambition et conformément à leur engagement au sein de l'accord de Paris et aussi dans les cadres de meilleures données scientifiques disponibles. Et au Climate Litigation Network, nous nous concentrons en particulier sur les engagements d'atténuation insuffisante des pays du Nord global, des gouvernements des pays du Nord global, qui ont une responsabilité historique énorme et accrue dans tous les phénomènes qui ont induit et exacerbé les changements climatiques en cours. Et en plus, ces pays ont aussi une grande capacité d'atténuation et de transition écologique. Nous sommes en train de soutenir au sein du Climate Litigation Network l'affaire climat italienne Giudizio Universale. Et personnellement, j'étais engagé dans les comités de coordination de la campagne en 2021. L'action en justice italienne dont on parle aujourd'hui est encore en instance. Du coup, nous ne pouvons pas vraiment définir les implications et la portée de ces jugements. Du coup, j'ai pensé de me concentrer sur la philosophie générale de la cause, mais aussi les faits qui justifient l'action en justice, les fondements juridiques et ensuite les prochaines étapes, les prochains développements. En ce qui concerne la philosophie générale de la cause, c'est une action qui est promue dans les cadres d'une campagne de sensibilisation intitulée Giudizio Universale, ça veut dire jugement universel. Et l'affaire est connue en Italie aussi sous le nom de la causa del secolo, et ça veut dire en français l'affaire du siècle. Du coup, il y a une connexion explicite avec l'action juridique menée par Notre Affaire à tous, mais aussi par Our Children Trust aux États-Unis avec l'affaire Juliana qui est connue par le nom de Trial of the Century. Et cela montre vraiment que cette affaire n'est pas du tout isolée, mais ça s'inscrit dans les droits fils d'autres contentieux climatiques partout dans le monde qui ont été menés notamment à la suite de l'affaire Urgenda en 2015 aux Pays-Bas. Et comme Ivano l'a mentionné, cet été, les derniers rapports de la London School of Economics sur les contentieux climatiques a identifié environ 80 affaires qui contestent l'inaction, la faiblesse de l'action climatique des gouvernements. Et on peut tout à fait définir cette affaire comme une systemic climate litigation, un contentieux climatique systémique. Et la nature systémique de Giudizio Universale et de ce litige est liée à la mise en cause d'une carence structurelle des efforts de l'État.
une carence structurelle, une incapacité de réduire les gaz à effet de serre en Italie, ce qui distingue ces contentieux de tous les autres contentieux qui remet en cause un projet ou une initiative spécifique ou sinon une autorisation spécifique de l'État. En résumant, il s'agit d'une action qui veut poursuivre l'État pour une carence fautive qui est générale, une carence fautive en matière climatique qui dérive d'un engagement insuffisant dans la promotion des politiques publiques appropriées pour réduire les gaz à effet de serre. Et ça va entraîner la violation de nombreux droits fondamentaux, les droits de l'homme, qui sont reconnus par l'État italien et que l'État italien est censé respecter. Du coup, en résumant encore une fois, on parle d'une incapacité générale en matière climatique de l'État. Un État qui, lors des 30 dernières années, n'a pas réussi à créer des conditions pour réduire de manière suffisante les gaz à effet de serre. Il s'agit d'une action qui a été déposée auprès de la juridiction judiciaire. On est auprès du tribunal civil de Rome et qui a été lancée en 2021, en juin 2021, par plus de 200 requérants. On a notamment 162 résidents italiens, 17 mineurs qui sont des enfants représentés par leurs parents auprès du tribunal, mais aussi 24 associations qui sont engagées dans les domaines de la justice climatique et la justice environnementale en Italie et en Europe, et notamment Parasud, qui est l'ONG qui a coordonné l'action en justice et qui est engagée dans les domaines de la justice environnementale depuis 20 ans. En ce qui concerne les faits qui justifient les recours à une action en justice en Italie, on sait très bien que l'État italien est pleinement conscient de la gravité et du défi de l'urgence climatique, et aussi évidemment de la nécessité d'une réduction drastique des gaz à effet de serre. Cette situation extrêmement dangereuse qui résulte du changement climatique et de l'inaction, la fragilité, la vulnérabilité du territoire italien, on a vu ça il y a quelques jours avec la catastrophe qui a frappé l'île d'Ischia. Toutes ces conséquences néfastes et les défis posés par l'urgence climatique au détriment notamment de la population italienne représentent une réalité qui est incontestable, qui est reconnue, qui est documentée par l'État italien. Et les représentants de l'État, surtout ces dernières années, ont régulièrement formalisé, ont régulièrement produit des déclarations, des reconnaissances explicites concernant la gravité de l'urgence du défi climatique. Et ces déclarations remontent au président de la République, au Premier ministre, au ministre du gouvernement, aux chambres du Parlement. En 2021, précisément, Assud, qui est encore une fois l'ONG qui a coordonné l'action, a publié un rapport qui montre qu'entre les années 90 et 2020, les parlements italiens, à plusieurs reprises, a fait preuve de connaître, de comprendre l'urgence d'une action d'atténuation climatique efficace et rapide. Mais cette prise de conscience, au final, n'a pas vraiment été traduite par des politiques publiques appropriées. Et jusqu'à présent, malheureusement, l'Italie a fait des progrès particulièrement limités en matière de réduction des gaz à effet de serre. On a enregistré une augmentation qui a été continue et progressive des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2005. On a atteint un pic. Et aussi, on a enregistré une réduction d'environ 17% par rapport aux années 90 en 2018. Oui, 17%. Et 17%, c'est vraiment, ça ne suffit pas du tout, c'est vraiment dérisoire. Et ce qui est pire, c'est que cette réduction ne reflète pas en fait les résultats d'actions climatiques ambitieuses. C'est principalement lié à la crise économique, aux 3 récessions consécutives qui ont touché les pays entre 2008 et 2014. Et ce qui est pire, c'est qu'en ce qui concerne l'avenir aussi, les politiques prévues par l'État italien, telles que décrites notamment par les plans nationaux intégrés énergie-climat,
devrait conduire à une réduction, encore une fois, dérisoire d'ici 2030, avec un pourcentage de réduction d'environ 36%. Du coup, on n'a pas de la loi du climat, on n'a pas de budget de carbone, on n'a aucune réduction nationale des émissions de gaz à effet de serre établie par loi. Et en ce qui concerne l'avenir, encore une fois, on a une réduction des émissions qui est dérisoire et qui est incompatible avec les consensus scientifiques et politiques autour de 1,5 d'ici la fin du siècle. Et du coup, on voit aussi que les scientifiques, la communauté scientifique, a analysé les objectifs actuels de l'Italie et on conclut que les objectifs de l'Italie représentent un niveau d'ambition tellement faible que si d'autres pays les suivaient, ça entraînerait un réchauffement planétaire sans précédent d'environ 3 degrés d'ici la fin du siècle. Du coup, la situation est vraiment très grave. Et ça permet de montrer la base, les fondements factuels pour les fondements juridiques qui donnent de la légitimité à cette action en justice. Et en fait, selon les référents, l'inaction climatique de l'État italien est incompatible avec un devoir. On parle d'un devoir de protéger les droits fondamentaux des résidents italiens. Les requérants, notamment, se fondent sur la Constitution italienne, notamment l'article 2 qui reconnaît et protège, on pourrait dire, un catalogue ouvert des droits de l'homme, y compris selon les requérants, un nouveau droit qui est un droit à un climat stable et sûr, c'est-à-dire un climat qui permet la survie de l'humanité sur Terre. Mais aussi des droits un peu plus traditionnels. On parle du droit constitutionnel à la santé, qui a été interprété par la Cour constitutionnelle italienne en tant que droit, aussi un droit à un environnement sain. Et aussi les instruments européens. On parle des articles de la Convention européenne sur les droits de l'homme, la CDH, où les requérants sont en train de souligner l'existence d'obligations positives qui pèsent sur l'État dans la lutte contre l'urgence climatique. On a déjà mentionné l'article 2, les droits à la vie, l'article 8 pour le respect de la vie privée et familiale, mais aussi il faut se rappeler encore une fois de la présence de mineurs, d'enfants en tant que requérants dans cette affaire. Et du coup, les requérants s'appuient également sur l'article 14 de la Convention européenne sur les droits de l'homme en termes de discrimination. Et en invoquant ces dispositions de la Convention, les requérants, en fait, font valoir que ces retards, cette inaction dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre constitue une violation qui est susceptible d'entraîner une discrimination. Du coup, une discrimination qui est à l'égard des jeunes générations qui pourraient être contraintes de supporter les coûts et les conséquences négatives de cette inaction. Du coup, on voit très clairement comme ces éléments factuels et juridiques soumis par les requérants théorisent en fait l'idée d'une véritable agression. Il s'agit d'une agression systémique et cautionnée par l'État au détriment des droits fondamentaux. Et cette violation des droits fondamentaux déclenche la responsabilité civile de l'État. On parle ici d'une responsabilité civile inscrite dans les codes civils italiens, notamment selon l'article 2043, selon lequel tout acte intentionnel ou de négligence qui cause un dommage injuste à autrui oblige l'auteur à réparer les dommages. Du coup, on voit ici une interprétation orientée, une interprétation préventive du Code civil et de cette clause générale des responsabilités civiles en vertu de l'urgence climatique. C'est un peu un mécanisme similaire à ce qu'on a pu voir dans l'affaire Urgenda aux Pays-Bas, mais aussi l'affaire Klimatzak en Belgique, et en quelque mesure aussi dans l'affaire du siècle avec les dispositions du Code civil en matière de préjudice écologique. Et en résumant, on voit alors que l'État italien reconnaît cette urgence climatique, n'est pas en train de faire sa part pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et cette inaction est finalement incompatible avec ses devoirs de protection, ses devoirs de protection des droits de l'homme que l'État est censé protéger.
Et du coup, cette violation de ces devoirs déclenche finalement la responsabilité civile de l'État et permet de demander réparation auprès du tribunal civil. Ça, c'est une base pour les demandes qui sont posées au sein de la procédure contentieuse auprès du tribunal civil de Rome. Et l'objectif principal de l'affaire est de demander au tribunal civil de Rome d'avoir un jugement qui va condamner l'État, qui serait appelé à prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de faire sa part pour atteindre l'objectif de 1,5 de l'accord de Paris, et notamment en conformité avec les droits internationaux, les devoirs internationaux d'équité entre les États dans les efforts d'atténuation, mais aussi toutes mesures nécessaires pour effectivement garantir une protection qui soit effective des droits de l'homme à la fois pour les générations présentes et futures. Les principales demandes spécifiques formulées par les requérants auprès du tribunal sont les suivantes. Il y en a plusieurs, mais on peut se concentrer sur deux demandes. La première est de déclarer que l'État italien est responsable de cette situation dangereuse qui résulte de son inaction, qui résulte de sa négligence dans la lutte contre l'urgence climatique. Et enfin, ordonner à l'État de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 92% par rapport à 2030, par rapport au niveau des années 90, ou sinon, alternativement, tout autre pourcentage des réductions de gaz à effet de serre qui serait déterminé et vérifié par les tribunaux au sein de la procédure contentieuse. Du coup, on voit ici que les requérants ont laissé marge de manœuvre à la Cour pour la détermination de ce pourcentage. Mais si on veut examiner en détail ces chiffres de 92%, c'est sans doute un pourcentage ambitieux, mais c'est un pourcentage qui n'a pas été inventé par les requérants. Il s'agit d'un chiffre scientifiquement très solide qui a été calculé par l'organisation scientifique indépendante Climate Analytics et qui a été obtenu en tenant compte de la responsabilité historique de l'Italie en matière d'émissions et des capacités technologiques et financières actuelles du pays, qui est un pays développé, qui est un pays du Nord global. Du coup, notamment, ça, c'est en conformité au principe d'équité et des responsabilités communes mais différenciées qui caractérisent de cette façon les obligations générales internationales de lutte contre les changements climatiques. Et ces principes sont fondamentaux pour obtenir ces calculs de la fair share, c'est-à-dire cette part équitable que chaque État est tenu d'assurer afin de contribuer équitablement à la réalisation de l'accord des Paris et notamment de l'objectif de 1,5. Donc, encore une fois, il s'agit d'un chiffre ambitieux, mais on devrait noter que c'est ambitieux tout simplement parce que l'État n'a pas fait sa part et a accumulé ces retards catastrophiques. Du coup, quelles sont les prochaines étapes pour Judice Universale? On a déjà une audience en décembre 2021. Une deuxième audience en juin 2022 et une dernière audience qui sera en septembre 2023. Du coup, on attend un jugement vers la fin de 2023, début 2024. Et qu'est-ce qui se passe maintenant en sachant qu'on a à peu près une année sans de véritable développement juridique dans l'affaire? Eh bien, cette action est aussi une puissante opportunité de sensibilisation. On a très bien vu ça, par exemple, en France, avec l'affaire du siècle. Ces campagnes en soutien des contentieux climatiques sensibilisent, normalisent l'idée d'une reconnaissance publique de la nécessité de demander des comptes, en fait, au gouvernement en matière d'inaction climatique. Et l'impact de Judice Universale est déjà en train de se propager au-delà du tribunal parce que
est en train de gagner en visibilité dans les médias nationaux, par exemple par les biais des journaux, des chaînes de télévision, des interviews à la radio. C'est un véritable processus qui contribue à un changement sociétal, un changement qui peut normaliser ces discours autour de la responsabilité de l'État en Italie et aider à accélérer cette prise de conscience collective sur la nécessité d'une réduction drastique des gaz à effet de serre. Et ce qui est vraiment intéressant, à mon avis, c'est qu'à travers cette affaire, la société civile italienne, de cette façon, est en train de dire stop, ça suffit, l'État doit faire sa part, et la société civile est en train de chercher cette alliance avec les juridictions, avec les juges, pour dénoncer, pour neutraliser cette agression étatique au détriment des droits fondamentaux. Du coup, c'est vraiment une action qui est cruciale pour contribuer à réduire cet écart, cet emission gap, cet écart entre les engagements climatiques annoncés et de l'autre part les efforts d'atténuation climatique qui sont encore malheureusement trop faibles et insuffisants. Je vais partager des liens sur l'affaire. C'est tout. Merci Christelle. Merci à tous et à toutes. Merci Filippo, c'était très riche. On voit bien finalement l'influence aussi des autres contentieux, puisque cette affaire finalement c'est aussi une affaire qui montre les circulations d'acteurs. Tu as l'illustration. Mais aussi et surtout les argumentaires. Alors évidemment, je te rejoins sur le procès systémique et tout ce que tu as déroulé, même sur les droits de l'homme, avec l'importation du construit de How Children Trust sur le droit à un système climatique soutenable est présent dans l'argumentaire. Donc, on voit que là, il y a également une circulation d'expertise et associative et c'est intéressant. Alors, on verra comment le juge italien réceptionne cette idée de nouveaux droits de l'homme spécifiques à la stabilité, à la sécurité climatique, je dirais. Ça, c'est passionnant. Alors, j'avais une petite question. Alors, je me prends la parole parce que je n'ai pas vu de questions, mais je la laisse dès que quelqu'un fait signe. Je crois avoir suivi en Italie alors un arrêt rendu par la Cour de cassation sur un cas de déplacé environnemental qui avait demandé une protection humanitaire et qui, au nom de la vulnérabilité environnementale, s'est vu attribuer de façon assez inédite en fait une protection, et il y avait toute une construction droits de l'homme très intéressante autour de ce concept de vulnérabilité environnementale. Alors, je me demandais si c'était développé. Alors, il me semble que quand même le jugement a été rendu après le dépôt de la requête. Donc, c'est peut-être pas dedans, mais ça sera peut-être dans les écritures au fil de l'eau. Alors, tu as mentionné également parmi les requérants, alors je vois bien évidemment, il y a des Italiens, il y a des mineurs, des associations, et je me demandais s'il y avait des requérants extra territoriaux. Finalement, est-ce qu'il y avait des membres, des ressortissants de pays tiers et dans ce cas-là, un argumentaire peut-être sur les obligations des droits de l'homme et notamment sur le plan extraterritorial avait été finalement dans les écritures ou pas. Il y a également un passage qui m'intéresse beaucoup, celui de l'argumentaire du Code civil, évidemment, mais je laisse Mathilde peut-être poser les questions là-dessus, mais également l'importation, la circulation de la doctrine autour portée par Urgenda, il me semble, et réceptionnée dans quelques contentieux autour de cette logique d'équité, avec souvent un appui démontré par l'expertise et la nécessité que les pays du Nord finalement fassent leur part au nom de l'accord de Paris et finalement de l'idée d'avant-garde. Voilà, tout ça est extrêmement intéressant. Donc, je retiens deux
deux points forts, donc déclarer, donc finalement il y a un volet politique, symbolique, déclarer l'inaction, c'est vrai que quand on voit la liste des inactions dont tu parles, finalement l'Angleterre est très avancée, le Royaume-Uni, la France aussi, finalement l'Italie est en grande souffrance et ça doit être très très frustrant pour la société civile, les citoyens, de voir cette inaction finalement. Et donc ordonner, donc proposer une trajectoire. Donc, est-ce que ça, le juge italien peut arriver à faire ce saut qualitatif? En Belgique, ça n'a pas été fait. Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il temporise, qu'il prononce par exemple un calendrier pour qu'il y ait une forme de réalisation d'une action climatique? Est-ce que ça te semble crédible? Voilà, quelques questions au fil de l'eau. Merci Christelle. Oui, effectivement, l'arrêt de la Cour de cassation que tu as mentionné pourra être mentionné dans l'affaire parce que tous les développements juridiques qui suivent le lancement de l'action peuvent être portés à l'attention du juge. Du coup, ça, c'est quelque chose qui pourra être mentionné. La deuxième question, c'est sur la qualité des requérants. Pour l'instant, c'est surtout des résidents italiens. Il y a peut-être des Italiens qui n'habitent pas en Italie, mais par exemple en Europe, mais cette dimension d'extraterritorialité n'a pas été soulevée spécifiquement dans l'affaire, et c'est parce que c'est une affaire déjà très compliquée et très ambitieuse, et on ne veut surtout pas créer des obstacles de façon artificielle. Du coup, ça, c'était parti d'un choix stratégique qui a été décidé par l'équipe juridique qui travaille sur l'affaire. En ce qui concerne la dimension de l'équité et sur la possibilité de prononcer cet ordre de réduction des émissions de gaz à effet de serre, effectivement, on sait bien que la séparation des pouvoirs est toujours un problème. C'est un problème en Europe, c'est un problème aux États-Unis. On ne peut pas exclure ça. On ne peut pas exclure que la juge chargée du dossier se limitera, par exemple, à reconnaître la responsabilité civile de l'État et en même temps n'est pas prononcée du coup, ça, c'est un scénario qui est réalistique. Mais comme tu as très bien mentionné, la situation est vraiment catastrophique. On n'a pas de loi cadre, on n'a pas des réductions des gaz à effet de serre qui sont légiférées, on n'a pas de budget carbone. Du coup, c'est vraiment la société civile qui est forcée de proposer une trajectoire parce qu'il y a un véritable vide. C'est comme si l'État avait abdiqué sa responsabilité en matière climatique et donc en matière de protection des droits de l'homme. Du coup, je pense que c'est un scénario qui est probable, mais il faut quand même essayer. Et surtout, ça, encore une fois, en vertu de la responsabilité historique du pays et des capacités financières et technologiques du pays, il y a vraiment une dette écologique qui a été aussi créée par l'Italie et l'Italie doit faire sa part. Et c'est pour ça aussi que les chiffres sont tellement élevés. Oui, je pense que c'est ça. Alors, je vois Mathilde lever la main. Oui. Juste, merci pour ton intervention, Filippo, c'est super intéressant. J'ai deux questions, une question complètement naïve en fait. Je ne comprends pas, en tant que membre de l'Union européenne, pourquoi l'Italie n'est pas aussi avancée. J'ai du mal à comprendre ce qui cloche en fait par rapport aux autres États, parce que je pensais que c'était quand même notre atout. À l'inverse des États-Unis, je pouvais me dire au moins qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer de ce côté-là et qu'on avait au moins des droits un peu plus proactifs en matière climatique grâce à l'Union européenne. Et la deuxième, c'est du côté du Code civil, ton article qui est en fait très proche de notre article 1240 du Code civil, est-ce qu'il a déjà été utilisé dans d'autres matières en aspect préventif, parce qu'en fait, ça serait lui faire jouer un rôle de cessation de l'illicite ou préventif. Est-ce que ça, c'est très nouveau du côté italien? Donc, deux questions.
Merci Mathilde. La question sur les objectifs de l'Union européenne est géniale et extrêmement précise parce qu'effectivement, l'État italien est en train de respecter la plupart des objectifs européens en matière de réduction des émissions ou énergie renouvelable. Ça montre que ces objectifs sont en soi très insuffisants, sont très faibles pour l'Italie. Et du coup, l'idée centrale, c'est de dire que respecter les objectifs de l'Union européenne ne veut pas dire respecter la protection des droits de l'homme. Il y a cet équivalent la position des États de l'Union européenne de dire on est en train de respecter les objectifs qui ont été imposés par l'Union. Du coup, il n'y a pas d'autres sources de responsabilité possibles parce qu'on est déjà en train de respecter ces obligations-là. Et l'affaire italienne est en train de dire, comme Rwanda, respecter les objectifs européens, ça ne veut pas dire respecter les devoirs de protection des droits de l'homme. Ce qui demande une protection ultérieure et plus élevée. D'ailleurs, dans les cadres de cette affaire, Climate Analytics a publié un rapport qui a été publié au sein de l'affaire climatique italienne en 2022, qui montre que les objectifs de 55% de l'Union européenne ne sont pas compatibles avec l'accord de Paris et avec la limite de 1,5. Donc, on est en train de montrer que même si l'État essaye de se cacher à travers ces objectifs européens, ça ne suffit pas pour respecter les droits de l'homme et la compatibilité avec la limite de 1,5. En ce qui concerne la dimension préventive du Code civil italien, l'article 2043, oui, la Cour constitutionnelle italienne a déjà interprété l'article 2043 de façon préventive. Du coup, ça, c'est possible. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a déjà des affaires où les autorités publiques italiennes ont été condamnées grâce à l'article 2043. Du coup, on est vraiment en train de faire confiance à ces précédents nationaux pour aussi mobiliser ces leviers autour d'une interprétation orientée à la protection du climat. Du coup, oui, c'est possible, c'est quelque chose qui est réalistique. C'est évidemment la juge qui va définir ça, mais stricto sensu, c'est possible, oui. Merci, c'est intéressant. Merci pour ces précisions. Alors, je t'avais déjà posé la question il y a un petit moment, mais peut-être tu le sais depuis. J'ai vu qu'il y avait donc deux requêtes qui avaient été déposées par des ressortissants italiens devant la CEDH. Je voulais savoir si tu en savais un peu plus, si c'était une stratégie complètement déconnectée de cette affaire ou si c'est des cas isolés et peut-être que du coup, le changement d'échelle pourra nous en dire davantage aussi sur ces obligations de droits de l'homme. Oui, alors je n'ai pas personnellement d'informations sur les développements de ces affaires qui sont une réplique de l'affaire Duarte au final, mais il n'y a aucune connexion, il n'y a pas de lien avec l'affaire climat italienne. Ivano, on prend peut-être la dernière question. Oui, très rapide. Alors, c'est juste sur l'urgence, parce que justement, tu disais, bah, déjà, on a la prochaine audience que ça va être au mois de septembre 2023. Peut-être on aura une décision pour début de 2024. On sait qu'en Italie, on est toujours sanctionné pour l'article 6 de la CEDH, parce que j'étais avocat, donc je sais de quoi je parle. Et non, la question que je me demande, j'ai vu un peu des mouvements il y a quelques années autour de cette déclaration d'urgence climatique et je me demande combien, effectivement, j'ai compris qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'attention de la part des politiques au niveau du gouvernement, mais au niveau local, par exemple, est-ce qu'il y a un peu plus, après justement ces jugements, dans l'idée qu'on se disait avant, contentieux, stratégique, est-ce qu'il y a des communautés locales qui décident de se mettre en network, de travailler ensemble, de se donner des objectifs ou pas? Oui, je pense notamment à l'exemple de Bologne qui a soutenu des assemblées citoyennes sur le climat. Donc effectivement, il y a des autorités locales qui sont plus sensibilisées à la question de l'urgence climatique.
Et en ce qui concerne ton observation sur l'urgence et le fait qu'on pourrait avoir une décision en 2024, ce qui est regrettable, ça montre encore une fois la nécessité de soutenir ces actions avec des mouvements de mobilisation, des mouvements qui peuvent augmenter la conscience collective des citoyens sur l'urgence et sur la nécessité d'établir cette responsabilité étatique en matière d'action climatique. Du coup, c'est pour ça aussi que cette action en justice est fortement liée à la nécessité d'une sensibilisation plus large de l'opinion publique, et c'est quelque chose qui est en train de se développer au fur et à mesure aussi du développement juridique de l'affaire. Donc ça, c'est quelque chose d'incontournable pour réussir véritablement à poursuivre la justice climatique en Italie, mais partout, évidemment. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Donc, en fait, il n'y a pas de contentieux, entre guillemets, plus périphérique, contentieux contre des projets climaticides, par exemple, ou des contentieux portés par des victimes climatiques avec des formes de réparation, ou comme le disait Ivano tout à l'heure, sur les questions de transition juste, tout ça, c'est pas encore dans les tuyaux. Exactement. Non, c'est pas encore... c'est pas sorti de terre par les mouvements sociaux. Mais aussi en regardant les impacts extrêmes qui sont en train de frapper l'Italie en ce moment. On pense à l'EMA il y a quelques mois, on pense à l'Illis qui a très récemment. Je pense que les communautés locales et les gouvernements locaux ont tout intérêt à être partie de cette stratégie qui est aussi dans l'intérêt des gouvernements locaux. Il y a des coûts et des dommages insoutenables pour ces communautés. Et ça me rappelle toutes les affaires aux États-Unis, par exemple, par l'État de Rhode Island ou pour San Francisco, Oakland, qui sont en train de montrer qu'il y a des dommages qui sont incontournables, mais il n'y a pas les sources, il n'y a pas des budgets publics pour faire face à ça. Et la question d'une justice corrective, notamment à l'encontre des multinationales, se pose pour rétablir cette forme de justice pour les années à venir. Du coup, oui, on espère vraiment que ça pourrait être un moteur propulseur pour rendre ce type de stratégie ordinaire aussi au niveau local. Très bien, merci beaucoup à vous tous pour la qualité des échanges. Merci aux auditeurs et auditrices. On met fin du coup à cette session et on se retrouve du coup en 2023, sans doute au mois de février. Et d'ici là, j'enverrai sans doute un mail pour vous informer de la mise en ligne de cette session. Et merci d'avoir alimenté le chat, vous tous, en tout cas par les décisions de justice et vos écrits. À très bientôt. Merci. Merci Christelle. Au revoir. Au revoir Philippe. Merci.